Bonjour, merci à tous, merci à Olivier pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être avec vous dans cette salle de spectacle. J'ai vu, c'était noté, ça c'est impressionnant de parler dans une salle de spectacle. Alors suis-je le méchant néphrologue qui va vous donner des injonctions d'arrêt du lithium? Écoutez, je vous laisserai juger à la fin de cette présentation et de la discussion qui va suivre. Donc l'objectif dans la demi-heure, trois quarts d'heure qui vient, c'est de faire un point sur ce que fait le lithium au rein, qu'on comprenne bien comment les choses fonctionnent et comment du coup vous adaptez le lithium en fonction des variations qui vont impacter le rein. Ce que ça donne en termes de retentissement sur l'insuffisance rénale chronique, c'est le sujet le plus important je pense pour vous. Mais il y a d'autres effets sur le rein, notamment le diabète insipide, la polyurie dont je vais vous parler un peu avec les moyens d'agir là-dessus. Et puis un petit mot derrière sur un retour d'expérience rouennaise sur les intoxications au lithium, puisqu'il y a 2 médecins de l'équipe qui ont travaillé là-dessus. Je vous en dirai un petit mot avec l'idée de vous laisser avec des messages pratiques à la fin. Donc on parle de médicaments, donc je vous donne ma diapositive de lien d'intérêt. Vous doutez bien que je gagne assez peu d'argent en lien avec les traitements psychotropes. D'ailleurs, je ne gagne pas d'argent du tout, mais j'ai quand même des liens d'intérêt. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que ça? Qui sait ce que c'est, ça? Le glomérule. Non, ça c'est magnifique. OK? Donc, effectivement, vous voyez un glomérule au milieu de la diapositive, mais c'est surtout le rein. Enfin, je veux dire, on est en train de parler d'un organe extraordinaire que vous, psychiatres, avez un malin plaisir à abîmer. OK? On ne va pas être copains. Donc, le glomérule, c'est l'unité de filtration du rein. Vous avez le sang qui rentre dedans. Vous voyez que ça filtre au niveau de ce peloton vasculaire. Et derrière, vous avez le début du tubule proximal dans lequel l'urine va commencer à passer, va être retravaillée par le tubule qui fait des circonvolutions. Vous voyez qu'il est coupé derrière. Donc on va d'abord faire un peu le chemin du lithium dans le rein. Donc qu'est-ce que fait le lithium quand il rentre dans le rein? Il passe à travers le glomérule que je viens de vous montrer. Il passe facilement puisque c'est une petite molécule qui n'est pas liée aux protéines. Donc ça va être filtré librement à travers le glomérule. Et puis ça va cheminer dans le tubule. Et c'est là que les problèmes vont commencer. C'est là que pour le psychiatre, c'est important de comprendre ce qui se passe. Il va y avoir 2 phénomènes importants. Le premier au début du tubule, donc ce qu'on appelle le tubule contourné proximal, et le deuxième à la fin du tubule, ce qu'on appelle le canal collecteur. Donc on va prendre 2-3 minutes pour faire un peu de physiopathologie. Si vous décrochez là, c'est pas grave, il y aura tout le concret derrière, mais si vous suivez, c'est super. Donc ici, vous êtes au début du tubule. Donc c'est le début de cette structure qui sert à retravailler les urines pour que les gens restent avec tout ce qu'il faut dans le sang. Donc en gros, on garde ce qu'il faut garder et on pisse ce qu'il faut pisser. Et donc dans ce tubule proximal, eh bien, le lithium va être réabsorbé. Donc il passe à travers la cellule tubulaire proximale. Donc vous voyez, c'est celle qui est figurée en bas. Et l'élément important, mais que vous connaissez en pratique, c'est que plus on réabsorbe de sel, plus on va réabsorber de lithium. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le rein il est dans une situation dans laquelle il a besoin de réabsorber plus de sel, notamment les hypovolémies, les patients qui sont déshydratés, ou les patients qui sont sous diurétiques et qui vont compenser, eh bien il va y avoir plus de réabsorption de lithium. Ça ne va pas faire trop de mal à cette cellule, hein, ça passe à travers, mais par contre c'est hyper important à comprendre pour l'adaptation de vos doses de lithium et les variations de lithiémie dans des conditions dans lesquelles la volémie change, et donc le comportement en termes de concentration du lithium va être directement lié à ça. Dans cette cellule, on va réabsorber d'autant plus de lithium qu'on réabsorbe de sel, et donc on est dans des situations physiologiques où les patients ont besoin de garder du sel. Ça va, c'est facile comme physio. La deuxième partie, elle est un poil plus compliquée, mais elle est tellement plus importante. La deuxième partie, on est tout à la fin du tubule, ce qu'on appelle le canal collecteur. Donc ce canal collecteur, cette fin du tubule, elle a un rôle essentiel pour 2 choses. La première, c'est pour régler le bilan de l'eau. Est-ce qu'on va garder ou est-ce qu'on va uriner l'eau? Et la deuxième, dont je vais vous parler tout de suite, c'est la régulation du bilan du sel. C'est là qu'agit l'hormone qui est l'aldostérone. Okay, l'aldostérone, elle rentre dans la cellule et puis elle fait garder du sel. Vous avez la lumière tubulaire à gauche, le sang à droite. Elle fait rentrer du sel par ce petit canal qu'on appelle ENaC. Et ça va repartir dans le sang. Donc c'est un des mécanismes de l'hypertension. Quand on a trop d'aldostérone, on garde du sel et ça rentre dans le sang par cet endroit-là et ça vous donne une hypertension artérielle. Et en fait, pourquoi c'est important
pour le lithium, parce qu'en fait, par ce petit canal ENaC qui sert théoriquement à réabsorber du sel, eh bien, le lithium va rentrer. Il va rentrer dans cette cellule par le canal ENaC et il ne va pas pouvoir en sortir. C'est là le mécanisme de la néphrotoxicité chronique du lithium. Il rentre dans le canal collecteur, il n'en sort pas et il devient toxique pour la cellule. Ok ? On peut théoriquement, et je vous en parlerai tout à l'heure, bloquer l'entrée du lithium dans la cellule puisqu'on a un antagoniste de ce canal ENaC qui s'appelle l'amyloride, le modamide, le nom commercial. Et donc ça empêche le lithium de rentrer par ce petit canal. Okay, donc la toxicité chronique du lithium sur le rein, elle est essentiellement médiée par le fait que ce lithium va s'accumuler dans cette cellule, va générer un certain nombre de voies de dysfonction cellulaire que je vous passe pour des raisons de clarté du topo, mais c'est ça qui va générer le principal phénotype d'insuffisance rénale chronique liée au lithium. Et puis ça va aussi vous expliquer la deuxième conséquence majeure néphrologique de la toxicité chronique du lithium, qui est la polyurie. Donc vous avez certainement des patients sous lithium qui vous disent boire et uriner beaucoup, donc ce syndrome polyuro-polydipsique dont je vous parlerai un peu plus en détail après. Ça s'explique aussi par la toxicité à cet endroit-là. Je vous ai dit que cette partie du rein, elle servait à garder le sel et elle servait à gérer l'eau. Et en fait, vous avez l'hormone antidiurétique, l'ADH, qui est en rouge là, qui va se fixer sur la cellule pour garder de l'eau à travers des petits canaux qu'on appelle les aquaporines. Tout simplement pour vous dire que c'est à travers cette cellule-là qu'on réabsorbe de l'eau. Donc forcément, si cette cellule elle est altérée, si elle dysfonctionne ou si elle nécrose, eh bien vous allez avoir une dysfonction de la capacité à réabsorber de l'eau. Du coup, si vous n'avez plus de capacité à réabsorber de l'eau, vous pissez de l'eau et vous allez avoir ce qu'on appelle un diabète insipide néphrogénique, donc une perte d'eau obligatoire du fait de la toxicité chronique du lithium. C'était le point physiologie. On va s'arrêter là, parce que je ne veux pas vous perdre. Donc si je résume, vous avez deux choses à retenir. Donc le lithium passe à travers le glomérule et est réabsorbé dans le tubule proximal, d'autant plus que le corps a besoin de garder du sel, donc les situations d'hypovolémie. Donc réadapter les lithiémies en fonction de ça, et notamment les prescriptions de diurétiques. Et la deuxième chose, c'est que la toxicité chronique du lithium, elle est médiée par le fait qu'au niveau du canal collecteur, de la fin du néphron, le lithium rentre dans la cellule, mais n'en sort pas et devient toxique. Il empêche ici la réabsorption d'eau et va créer en plus des lésions chroniques au niveau du rein qui sont responsables de l'insuffisance rénale chronique. Donc maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet de ce qui vous impacte le plus. C'est la diminution progressive chronique du débit de filtration glomérulaire, cette mesure, ce pourcentage en quelque sorte de fonction rénale, avec le temps chez les patients qui ont un lithium. Alors est-ce que c'est fréquent ? Il y a plein d'études qui se sont intéressées au sujet, des études essentiellement observationnelles. Je vous ai pris là une méta-analyse récente que je vais vous donner après en détail pour que vous voyez la dispersion des données. Mais en résumé, oui, c'est fréquent. Le fait d'avoir une insuffisance rénale, c'est-à-dire un débit de filtration glomérulaire, un DFG, c'est la clairance de la créatinine comme on disait avant, à moins de 60, excusez-moi, c'est moins de 60 millilitres, donc une insuffisance rénale, ça représente 20 à 25% des patients sous lithium, c'est-à-dire 4 à 5 fois plus que la population générale. Donc il n'y a pas de doute sur le fait qu'être sous lithium expose à une augmentation de prévalence de la maladie rénale chronique. Donc vous avez ici, sur les 40 dernières années, les principales études qui s'y sont intéressées. Vous voyez une certaine hétérogénéité des résultats, mais en gros, en bas, vous avez le pourcentage de patients qui ont une insuffisance rénale chronique sous lithium, et la moyenne, c'est celle que je viens de vous donner, donc environ 25% des patients. Et quelle que soit l'étude, on est de toute façon supérieur à la prévalence dans la population générale. Donc oui, le lithium donne une insuffisance rénale chronique. Si on rentre un peu plus dans le détail d'études qui ont marqué l'histoire de l'insuffisance rénale et du lithium, une étude de Benz en 1994. Donc vous avez 142 patients en Suède qui ont été traités pendant plus de 15 ans. Ça, c'est important. On va voir qu'il y a un facteur temps que vous imaginez bien dans l'insuffisance rénale chronique liée au lithium. Vous avez 21% des patients qui avaient un DFG de moins de 60, ce qui correspond à peu près à ce qu'on voit dans cette méta-analyse plus récente. Et vous avez, chez 44% des patients, une diminution de la capacité à concentrer les urines. Donc c'est ce que je vous ai montré sur l'atteinte du canal collecteur. C'est cette capacité à garder l'eau qui est perdue chez 44% des patients qui prennent du lithium depuis plus de 15 ans.
Une étude plus près de chez nous, l'étude de Presles en 2003, donc c'est une cohorte essentiellement parisienne à Necker, 74 patients qui avaient une insuffisance rénale chronique qui étaient sous lithium, vous voyez, qui sont traités depuis une vingtaine d'années avec une dose cumulée conséquente. Eh bien, ils ont une pente moyenne du débit de filtration glomérular, c'est-à-dire une baisse de la fonction rénale d'un peu plus de 2 millilitres par an, c'est-à-dire un peu plus que 2 fois ce que l'on a physiologiquement. Donc les reins, la fonction rénale se dégrade 2 fois plus quand on est sous lithium en moyenne que dans la population générale. Ça, c'est ce que vous voyez globalement sur le graphique en bas à gauche. Vous avez la clairance de la créatine, donc le DFG, en fonction du temps de traitement par lithium, et vous voyez bien que vous avez, avec le temps, une dégradation de cette fonction rénale qui est plus importante que ce que l'on aurait simplement avec l'âge. Et puis dans cette étude, il y avait un autre truc intéressant, c'est qu'ils ont interrogé les registres de patients hémodialysés ou dialysés péritonéaux en France, donc qui ont une insuffisance rénale dite terminale, j'aime pas trop ce terme, où globalement les reins ne marchent plus. Donc c'est ce que vous avez sur la droite. Et donc vous voyez en noir l'âge auquel les patients arrivent en dialyse, donc les patients qui étaient dialysés à cause du lithium, et vous avez en gris l'âge de début du lithium. Donc vous avez évidemment un shift entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les patients ou les patientes chez qui on débute précocement le lithium, donc l'orateur précédent a présenté un cas où le traitement était débuté vers l'âge de 20 ans, eh bien vous avez un décalage d'environ 20 à 40 ans sur la survenue de l'insuffisance rénale, mais qui évidemment n'est pas du tout constante. Donc ça représente en France seulement, je dirais, 0,2% des patients en insuffisance rénale dite terminale. Okay, cette autre étude, toujours de Benz, qui est un des auteurs référents dans le contexte, qui a regardé plusieurs régions suédoises, a montré que quand vous regardez la prévalence de la dialyse dans la population générale, c'est 0,8%, et chez les patients qui sont traités par lithium pendant plus de 15 ans, 0,8 pour 1000, pardon, c'est 12,2 pour 1000. Donc clairement, on est dans quelque chose qui est assez rare, mais qui ne fait aucun doute sur le fait qu'on a un gros facteur de risque d'insuffisance rénale terminale. Une notion intéressante qui est sortie en 2015 dans cette analyse publiée dans le Lancet, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant le risque de faire une néphrotoxicité liée au lithium. Et en particulier, si vous regardez, vous avez donc sur la gauche les femmes, sur la droite les hommes, sur les graphes du haut les patients de moins de 60 ans et sur les graphes du bas les patients de plus de 60 ans. Et les graphiques vous donnent en gros la probabilité de développer une insuffisance rénale avec le temps. Donc les plus exposés en termes de surrisque de faire une insuffisance rénale, ce sont les femmes jeunes. C'est une sous-population qui est beaucoup plus à risque que les hommes jeunes, par exemple, sur le fait de développer une insuffisance rénale chronique attribuable au lithium. Donc ça, c'est une notion qui n'était pas forcément évidente jusqu'alors. Il y a certainement d'autres facteurs de risque qu'on va pouvoir individualiser avec le temps, notamment des prédispositions génétiques. Mais clairement, cet élément-là est ressorti de façon intéressante dans cette étude. Donc si on devait synthétiser les facteurs de risque de faire une insuffisance rénale chronique chez quelqu'un qui est sous lithium, les principaux facteurs de risque, donc le fait d'être une femme, je viens de vous le dire, la durée de traitement par lithium, ça ressort bien dans les études. Plus le traitement est prolongé, et plus le risque d'avoir une insuffisance rénale attribuable au lithium est important. Ce n'est pas un scoop, c'est une toxicité cumulée finalement que vous avez. La présence d'autres facteurs de risque de maladie rénale, ça c'est assez évident, mais ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez l'habitude de prendre en compte dans l'initiation ou la poursuite du traitement. C'est peut-être sur l'un des aspects sur lesquels on peut vous aider sur la balance bénéfice-risque. Vous verrez tout à l'heure que mon avis n'est pas de vous dire d'arrêter le traitement, mais globalement, c'est dans la balance bénéfice-risque, savoir qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent abîmer les reins associés au lithium, c'est important. Donc globalement, les facteurs de risque d'insuffisance rénale chronique liés au lithium, c'est ceux qu'on vient de lister ici. Alors, c'est quoi le tableau néphrologique de vos patients? Vos patients qui développent une insuffisance rénale chronique au lithium, vous savez que ce n'est pas parce que la créatinine est basse chez quelqu'un au lithium que c'est forcément de la faute du lithium. Donc il faut quand même qu'on ait un certain nombre d'arguments pour savoir que c'est bien ça qui est responsable. Mais en fait, ça va donner une néphropathie tubulo-interstitielle. C'est-à-dire que, vous avez vu que c'est
la cellule du canal collecteur, donc du tubule qui va être malade du lithium. Et donc les structures qui sont abîmées dans le rein, c'est le tubule et l'interstitium, c'est-à-dire le tissu de soutien autour. Et donc ça donne quoi comme tableau néphrologique? Une insuffisance rénale qui va progresser tout doucement avec le temps, la créatinine qui va se dégrader d'année en année, et vous avez une faible protéinurie. Ça, c'est un élément que je vais vous donner à la fin dans les messages clés, pour être sûr que vous ne passez pas à côté d'autres choses quand vous suspectez ce diagnostic. Il faut vérifier qu'il n'y a pas une protéinurie importante. Ces protéinuries importantes, elles sont surtout liées aux atteintes du filtre, du glomérule, ce qui est rarement le cas dans le lupus. Et puis un truc intéressant, je ne sais pas si vous avez cette notion, c'est que comme ça atteint le tubule, le lithium, eh bien ça peut donner des kystes. Les kystes dans les reins, ils sont liés à des excroissances des tubules. Et donc lorsque l'on fait des IRM à des patients qui ont du lithium depuis des années, eh bien dans à peu près la moitié des cas, on retrouve des microkystes comme ça, épars, qui ne vont pas augmenter le rein. Ce n'est pas comme la polykystose, pour ceux qui connaissent cette maladie, où les reins vont augmenter de taille. Mais vous avez des microkystes comme ça qui sont diffus. Vous avez une pièce anapate qui vous montre bien les choses, mais l'IRM, elle est particulièrement caractéristique. Et donc ça peut être un élément pour s'orienter sur le fait que c'est le lithium qui est responsable de l'insuffisance rénale chez le patient. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez un patient sous lithium, que ce patient a une insuffisance rénale chronique, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Donc la première question, c'est est-il licite de donner une injonction au psychiatre d'arrêter? Je vais être très clair, hein, c'est complètement con. Enfin, mon point de vue de néphrologue, c'est que ça ne peut pas être le néphrologue qui dit les reins vont moins bien, il y a du lithium, c'est probablement le lithium qui est responsable, vous arrêtez le traitement. Mon collègue avant a exposé les raisons. Je vous mets ici une autre étude qui a montré très clairement que après arrêt du lithium, le risque de suicide est tellement supérieur au risque de mort dite de cause rénale, ça n'a aucun sens de mettre le bénéfice rénal par rapport au bénéfice suicidaire, simplement avec un point de vue néphrocentré. Je sais qu'il y a encore des néphrologues qui font ça, mais je pense que c'est plus par méconnaissance de la thématique. Donc mon message, c'est méfiez-vous de vos copains néphrologues si eux ont juste envie de protéger le rein. Enfin, il en va de la survie de vos patients, pour le coup. Et du rein, mais je dirais que le rein on dialyse, le rein on greffe, le suicide, quand c'est fini, quoi. Donc moi je me sens un peu humble dans cette histoire-là, je vous dis ce que ça fait sur le rein, je vous dis ce qu'on peut éventuellement faire pour améliorer, mais enfin je vous dis surtout, méfiez-vous du néphrologue qui sait mieux que vous, parce que globalement, je pense qu'il a tort, ou elle a tort. Ce que l'on sait dans les études, c'est que si on arrête le lithium alors que le DFG, le pourcentage de fonction rénale est déjà bien altéré, donc moins de 40, globalement, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que les études montrent que la décroissance de la fonction rénale, si on arrête chez ces patients-là, est la même par rapport à ceux chez qui on n'arrête pas. Donc c'est un message super important. En plus, c'est souvent ceux chez qui vous nous adressez les patients en disant hey, il a 30 de DFG, je suis embêté, est-ce qu'il faut arrêter le lithium? Là, c'est sûr que non. Enfin, c'est sûr que non. Rien n'est sûr en médecine, mais globalement, c'est probablement une très mauvaise idée d'arrêter le lithium chez quelqu'un qui a un DFG déjà altéré. Ce que l'on peut évoqué comme alternative, mais qui a pour l'instant jamais été démontré dans une bonne étude clinique. Donc il y a une équipe à Bichat qui a pour objectif de montrer ça, me semble-t-il. C'est la prescription d'amyloride. Donc moi j'ai quelques patients chez qui j'ai mis ça, pas que pour l'insuffisance rénale, mais aussi pour l'autre aspect qu'on va discuter ensuite. Donc l'amyloride, je vous rappelle, c'est ce traitement diurétique qui va bloquer l'entrée du lithium dans la cellule du canal collecteur, celle qui est vraiment la cible de l'atteinte tissulaire dans le rein. Et donc, c'est un bénéfice théorique, ça a été montré sur des modèles animaux, ça marche bien, ça empêche le lithium de rentrer dans la cellule, mais pour l'instant, on n'a pas d'études convaincantes qui, chez l'homme, aient montré que mettre de l'amyloride par rapport à ne pas en mettre a diminué la survenue de l'insuffisance rénale sur le long terme. En tout cas, ça ne paraît pas une mauvaise idée, même si ce n'est pas soutenu clairement par l'evidence-based. Ce qui est plus soutenu, c'est le fait de donner le lithium en une prise par jour plutôt que 2 prises par jour. Ce qui est du bon sens quand on voit que les doses cumulées sont responsables, sont associées à la survenue d'une insuffisance rénale, c'est d'essayer de viser les lithiémies les plus basses possibles pour que vous obteniez un équilibre psychiatrique qui soit satisfaisant. En général, ce que je recommande dans mes courriers, mais c'est évidemment à ajuster en fonction du patient,
c'est de viser 0,5 à 0,6 si c'est possible. Et puis quelques autres mesures, c'est de contre-indiquer les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça c'est clair, hein, ça va faire des variations importantes de la lithiémie, et puis en plus, c'est un néphrotoxique potentiel. Donc ça, attention, parce que c'est de l'automédication souvent en plus. Des traitements qui ne sont pas contre-indiqués, mais qui doivent être utilisés avec plus de précaution, et notamment avec une surveillance plus rapprochée de la lithiémie, mais en général, ça, vous avez bien le réflexe, c'est les diurétiques, donc je ne parle pas de l'amyloïde, mais des autres, et les bloqueurs du système réninine-angiotensine-aldostérone, donc les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, et les ARA2, qui sont des traitements qu'on prescrit essentiellement dans l'hypertension artérielle et à visée cardioprotectrice. Et la surveillance, donc globalement, je vous donne une formule qui est facile, c'est que la surveillance de la créatinine et de la lithiémie, mais ça vous l'adaptez de toute façon, c'est à peu près le DFG divisé par 10 la fréquence. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui a 60 de DFG, de 60% de fonction rénale, vous surveillez tous les 6 mois au minimum. S'il a 30, tous les 3 mois. S'il a 20, tous les 2 mois. Okay, c'est normalement le néphrologue qui va surveiller ça quand on est très bas, mais quand on est plus haut, c'est une façon assez simple, ce petit calcul, de déterminer quelle est la fréquence de la surveillance de la créatinine et de la lithiémie si tout va bien chez votre patient. Donc ça, c'était pour l'insuffisance rénale chronique. Et le deuxième sujet important, c'est le retentissement du lithium sur la capacité du rein à garder l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle le diabète insipide, parce que je pense que vous avez tous des patients qui se plaignent de boire beaucoup et d'uriner beaucoup, en particulier les patients sous lithium, mais pas que. Et donc, ça c'est un point pratique qui peut vous servir, c'est finalement en psychiatrie, c'est quoi les causes de polyurie principales, hein, évidemment. Pour comprendre ça, il y a un truc à savoir, qui est hyper facile, c'est que les urines, c'est de l'eau et c'est des osmoles. Donc en gros, les osmoles, c'est du sel, de l'urée, qui est le produit du catabolisme des protéines, c'est du glucose si on est diabétique. Enfin, en gros, c'est de l'eau et des osmoles, mais ce qui vous intéresse surtout là pour comprendre les mécanismes, c'est de l'eau en psychiatrie. Et il y a 3 causes possibles en psychiatrie pour avoir une polyurie, c'est-à-dire uriner plus de 3 litres par jour, c'est ça la définition. C'est soit les gens ils boivent trop d'eau, donc ça vous les voyez plus que nous, hein, c'est les polydipsies primaires, les potomanies. Et donc dans ce cas-là, la polyurie elle est adaptée. Votre patient il boit beaucoup d'eau, il pisse beaucoup d'eau, parce que sinon il va faire une intoxication à l'eau, il va faire l'hyponatrémie, donc forcément le rein ne lui laisse pas le choix que d'uriner. Mais le problème, et ça il ne faut vraiment pas se tromper, c'est ça qu'on voit dans le lithium, c'est quand en fait le problème initial il est au niveau des reins, c'est-à-dire que vous avez une incapacité du rein à garder l'eau, donc vous avez une fuite obligatoire d'eau parce que le rein a son canal collecteur qui est abîmé par le lithium en l'occurrence. Donc l'eau va passer à travers et du coup votre patient il boit, mais pour compenser. Et alors là, attention parce que si vous l'empêchez de boire, bon déjà il va vous tuer, c'est pas possible, hein, il va pas tenir longtemps. Mais surtout, il peut y avoir des gros soucis si c'est les patients qui sont dans des chambres d'isolement, par exemple, et qu'on leur limite l'accès à l'eau parce qu'ils ont une polyuropolydipsie et qu'on pense que c'est une polyurie par polydipsie primitive, alors que c'est une atteinte rénale liée au lithium, ils vont faire une hypernatrémie, c'est-à-dire un manque d'eau absolument majeur. Donc vous avez 2 causes principales en psychiatrie, les polydipsies primaires, les potomanies, et puis la fuite obligatoire d'eau par le diabète insipide lié au lithium. Ok, donc je vais passer un peu à ça, mais juste pour vous dire comment ça se passe, cette histoire de diabète insipide rénal, eh bien, en théorie, pour gérer l'eau, vous avez un dialogue entre l'hypothalamo-hypophyse et le canal collecteur que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, quand on boit beaucoup d'eau, eh bien, on va mettre au repos cette hormone qu'on appelle l'ADH, ou l'AVP, l'arginine vasopressine, c'est la même chose, cette hormone qui sert à garder l'eau. Elle va être mise au repos, et du coup, elle ne va pas agir sur le rein, et n'agissant pas sur le rein, l'eau va passer librement à travers. Si par contre, on se promène après la réunion, qu'il fait très chaud, ça ne va pas trop être le cas, je pense, qu'on oublie tous de boire et qu'on fait un truc sous le soleil, eh bien, on va avoir un manque d'eau. Le manque d'eau va se traduire en une augmentation de l'ADH, donc de l'AVP, qui va agir sur le rein, qui va ouvrir tous les canaux et garder l'eau.
C'est ça qui se passe normalement. Et donc dans un diabète insipide, cette hormone antidiurétique, cette ADH, elle est normalement présente, sauf qu'en fait, elle n'arrive pas à agir sur le rein, elle n'arrive pas à dire au rein « garde l'eau », puisque les cellules ont été abîmées par le lithium. Et donc vous avez un diabète insipide, c'est-à-dire de l'eau qui passe à travers le rein, diabète insipide rénal. Et donc c'est une fuite obligatoire d'eau. Et donc vous pouvez, en tant que psychiatre, assez facilement faire le diagnostic. Ce qu'il faut faire, c'est dire à votre patient, donc faire la différence entre un diabète insipide néphrogénique, donc celui-là, et la potomanie primaire. Vous dites au patient, si c'est possible, d'arrêter de boire à minuit, et le lendemain matin, vous lui faites juste un échantillon d'urine pour voir si les urines sont concentrées ou pas. La réponse normale, si c'est une potomanie, c'est qu'en fait, il va concentrer ses urines. On l'arrête de boire, et du coup, en fait, il va progressivement reconcentrer ses urines, puisqu'il n'a plus à boire. Donc quand je dis minuit, c'est pour ne pas prendre de risque, mais vous pouvez dire 20 heures aussi. Okay, et donc vous allez regarder l'osmolarité urinaire, qui est la concentration des urines, et elle va remonter. Donc elle sera en dessous de 100 milliosmoles par litre si les gens ont une polyuropolydipsie, c'est quasiment certain. Si elle remonte, 200, 300, 400, c'est sûr que c'est une polydipsie primitive, potomanie. Si par contre elle ne remonte pas, alors même qu'il y a un besoin d'eau, puisque vous lui avez interdit de boire à votre patient ou votre patiente, si elle ne remonte pas, c'est que vous avez une incapacité du rein à garder l'eau, et donc vous avez fait votre diagnostic de diabète insipide rénal. C'est assez simple à faire. Je répète, vous mettez en restriction hydrique la veille, minuit ou 20 heures, et le matin, vous faites juste une osmolarité urinaire. Si elle reste basse, c'est que c'est de la faute du rein, c'est le lithium. Si elle remonte, c'est que c'était le patient qui buvait beaucoup. Et donc ce diabète insipide néphrogénique, ça représente quasiment la moitié des patients qui sont sous lithium quand on regarde les études. Et contrairement à l'insuffisance rénale chronique, ça peut apparaître précocement. Donc il y a des études qui montrent que dès 4 à 6 semaines, on a déjà des premiers stigmates de difficulté du rein à garder l'eau. Donc c'est une atteinte qui n'est pas juste une atteinte structurelle, c'est aussi une atteinte fonctionnelle. Donc forcément, quand elle devient structurelle, ça s'aggrave. Ça s'accompagne de la présence de kystes. Donc ici, dans 60% des cas, c'est assez logique pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, c'est l'atteinte tubulaire. Plus la durée d'exposition au lithium est importante, et plus on a de risque d'avoir cette polyurie liée au lithium, et plus le risque de ne pas réussir à être réversible est important. Ça, c'est comme avec l'insuffisance rénale. On perd juste la capacité, l'atteinte fonctionnelle, on a en plus l'atteinte structurelle, et celle-là, elle est irréversible. Et je vous redis, parce que je pense que c'est essentiel, à la fois pour la compréhension et pour ne pas faire d'erreur dans les conseils donnés aux patients, qu'il faut bien distinguer de la polydipsie primaire que vous voyez régulièrement en psychiatrie. Donc en bas, ça vous montre simplement l'altération de la capacité des reins à concentrer l'urine chez les patients sous lithium, qui est globalement cohérente entre les études. Bon, je vais peut-être vous passer les mécanismes physiopathologiques, mais c'est juste pour vous dire qu'au-delà de l'atteinte structurelle, vous avez en plus une atteinte fonctionnelle dans les cellules qui explique probablement pourquoi en quelques semaines, on peut déjà avoir une résistance rénale à l'ADH. Ça a été bien montré sur des modèles animaux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça? Parce que ça, pour le coup, arrêter le lithium, c'est quand même probablement excessif dans ce contexte-là. Mais vous pouvez améliorer les symptômes des gens. Donc, les gens qui se plaignent de symptômes, en général, ça apparaît à un stade assez évolué de la polyurie, assez évolué de l'intoxication au lithium. Et donc ça dépend en fait de la capacité du rein à garder l'eau, ces symptômes-là. Donc vous avez ici un petit graphique qui vous donne le pouvoir maximal de concentration des urines. C'est-à-dire à combien vous pouvez garder d'eau au maximum si vous en avez besoin lorsque vous êtes en restriction hydrique. Donc nous, on est normalement dans la salle capable de concentrer les urines. Alors, on ne peut pas faire de la poudre, mais on peut concentrer jusqu'à 1000-1200 milliosmoles par litre. C'est la case en haut à gauche. Et moins on est capable, plus on s'éloigne vers la droite. On va dire que les patients qui ont une atteinte très sévère de diabète insipide, ils sont plutôt à 100-200, donc c'est la case de droite. C'est quoi la conséquence? C'est que si vous mangez 200 milliosmoles dans votre journée, notre régime à nous, normal, c'est 800 à 1000. Si vous mangez 200 milliosmoles et que vous ne pouvez pas concentrer à plus de 200 milliosmoles par litre, eh bien vous allez uriner 1 litre à chaque fois que vous mangez 200 milliosmoles. Ça veut dire que si vous mangez un régime normal, donc 1000 milliosmoles,
et que votre capacité de concentration elle est que de 200, ce qu'on voit souvent dans le diabète insipide, et bien vous allez obligatoirement uriner 5 litres. Chaque 200 milliosmoles, vous avez besoin d'un litre pour l'éliminer. Vous allez uriner 1 litre, et du coup, vous allez boire pour compenser. Donc plus la capacité de dilution, de concentration pardon, est altérée, et plus vous allez avoir de retentissement. Et donc on peut utiliser l'amyloride pour améliorer ça. Donc ça a été bien montré sur des modèles animaux, ça a été bien montré chez l'homme aussi. En gros, donner de l'amyloride améliore la réponse de concentration des urines. Et donc, pour reprendre le graphique là, eh bien quelqu'un qui a 200 de pouvoir maximal de concentration, vous pouvez doubler à peu près son pouvoir de concentration avec de l'amyloride. Ça veut dire que vous pouvez quasiment diviser par 2, s'il ne change pas trop de régime, sa polyurie. Donc il y a plein de gens qui ne sont pas invalidés par la polyurie, hein. Mais pour ceux qui sont invalidés, c'est quand même extrêmement important de pouvoir leur proposer cette alternative thérapeutique. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces patients qui sont gênés par un diabète insipide attribuable au lithium? Arrêter le traitement, non, je pense que c'est jamais une option pour ce symptôme-là. Déjà que ça ne l'est pas beaucoup pour l'insuffisance rénale. Alors pour le diabète insipide, la polyurie, non. L'amyloride a un bénéfice démontré. Attention à surveiller quand même la lithiémie et la kaliémie quand vous mettez de l'amyloride. La lithiémie parce que ça reste un diurétique et du coup vous allez augmenter un peu la réabsorption de lithium dans le canal proximal. Et la kaliémie parce que c'est un diurétique hyperkaliémiant. Visez une lithiémie basse en une prise par jour. Et le truc simple, c'est réduire les apports en osmol. Je vous rappelle que pour toute quantité d'osmol, votre patiente elle va pisser de l'eau. Et donc si vous diminuez les quantités d'apports alimentaires en sel, surtout en sel en fait, en sel plus simple entre guillemets à diminuer, à chaque fois que vous allez diminuer les quantités d'apports alimentaires, eh bien il va y avoir moins d'urine. Donc en gros, c'est une balance patient par patient, c'est-à-dire je suis très gêné par ma polyurie, j'en peux plus, ok, bah écoutez, essayez pendant une semaine de diminuer un peu, vous mettez pas trop de sel, vous arrêtez les pizzas, et vous voyez ce que ça donne. Si vous êtes moins gêné, vous allez réussir à convaincre les gens que cette mesure simple, qui peut avoir d'autres intérêts pour eux par ailleurs évidemment, va pouvoir leur permettre de diminuer la quantité d'urine qu'ils vont éliminer. Et surtout, ne pas réduire les apports en eau. Je redis, je martèle, je pense que c'était clair, mais c'est une fuite obligatoire d'eau. Donc si le patient qui est polyurique, vous lui dites essayez de boire moins, ça va aller mieux, là, c'est vraiment pas une bonne idée. Déjà, il ne va pas accepter de le faire, mais s'il le fait et que c'est dans des situations où il est un peu en vulnérabilité, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement lui qui contrôle ses apports en eau pour X raisons toujours possibles en psychiatrie, là, on risque d'être extrêmement délétère pour le patient. Un petit mot sur l'hypercalcémie. On est à la frontière du sujet, mais je pense que vous savez que c'est plus fréquent sous lithium d'avoir une hypercalcémie et une dysrégulation de l'axe avec la parathormone et aussi des anomalies thyroïdiennes d'ailleurs. Donc vous voyez que ça représente un quart à un tiers des patients qui sont sous lithium d'avoir une hypercalcémie modérée. La moyenne, c'est à peu près 0,1 d'augmentation de la calcémie en millimoles par litre. Et l'hyperparathyroïdie, c'est 7 fois plus que dans la population générale. Donc en gros, ce qui se passe probablement, ce n'est pas très clair, mais c'est qu'au niveau des cellules parathyroïdiennes, il y a un shift de la relation entre la PTH et la calcémie, lié de façon fonctionnelle puis structurelle au lithium, qui explique ça. Voilà, je voulais juste, pour ceux qui n'avaient pas la notion, que vous souligniez ça, parce que dans la surveillance des patients sous lithium, la PTH, le bilan phosphocalcique et la TSH pour l'atteinte thyroïdienne sont des éléments pertinents chez ceux qui sont sous lithium au long cours. Un message sur, je vous ai parlé tout à l'heure des kystes, des microkystes attribuables au lithium. Un problème qui a été soulevé par cette étude française qui a été publiée en 2014, c'est qu'il n'y a pas que des microkystes bénins, c'est que chez les patients qui sont sous lithium, on a en plus une surprévalence par rapport aux patients contrôle de tumeurs rénales solides. Alors pour l'instant, il n'y a pas de recommandations qui disent que chez tous les patients, il faudrait faire des IRM, donc je ne veux pas vous faire peur ou faire passer des messages un peu excessifs là-dessus. Mais quand même, globalement, c'est une étude qui montre que sur 191 patients sous lithium qui étaient suivis à Paris, vous en avez quand même 14 qui ont des tumeurs rénales solides qui ont été confirmées, et c'est lié à la durée d'exposition au lithium. Donc potentiellement, un message de surveillance, faire une IRM de temps en temps n'est probablement pas une mauvaise idée chez ces patients-là.
avant les messages pratiques, vous dirais juste un mot de l'intoxication au lithium et de l'insuffisance rénale aiguë, du coup. Donc c'est une étude qu'ont fait Jonathan Nicolas et Steven Granger, qui sont néphrologues dans le service. Ils étaient en réanimation il y a 1 an ou 2, et donc ils ont profité de leur passage en réa pour faire une belle étude sur les surdosages en lithium qui ont été hospitalisés en réanimation. Donc en gros, c'est vos patients pour les hauts-normands. Comment ils ont fait? Ils ont pris les patients qui avaient une lithiémie à plus de 1,2 et qui étaient admis en réa. Et ils ont analysé ces patients. Donc vous voyez que ça fait 67 patients au final. Combien de patients ça représente par an? Écoutez, plus sur 2018-2019, on est à 14 patients par an, mais sinon c'est de l'ordre de 8 patients en moyenne par an qui sont admis en réa du CHU de Rouen pour une intoxication au lithium. Et donc globalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que 48% des patients ont des caractéristiques sévères, donc SV ça veut dire sévère. 48% de ces 67 patients sont sévères parce qu'ils ont une comitialité, parce qu'ils sont dans le coma, parce qu'ils ont des signes ECG de sévérité. 57% de ces patients vont être hémodialysés. Alors hémodialysés soit parce qu'il y a une insuffisance rénale aiguë, soit pour aider à l'épuration du lithium. Et que lorsqu'ils se présentent dans le service de réanimation, aux urgences puis dans le service de réanimation, leur état clinique très souvent va s'aggraver. Vous voyez qu'un patient sur 2 va s'aggraver de façon importante derrière son admission. Alors comment ils sont pris en charge? Je vous ai dit que 57% des patients intox au lithium avaient besoin d'être hémodialysés. Il y a quand même un quart des patients qui ont besoin d'une ventilation mécanique, c'est-à-dire d'être intubés. 7% ont besoin de noradrénaline, donc un support hémodynamique parce qu'ils sont en état de choc hypovolémique. Et au final, lorsque l'on regarde l'évolution, vous avez finalement très peu de complications rénales. Donc l'insuffisance rénale aiguë dans ce contexte-là n'est pas prédictive, en tout cas dans la durée du suivi qui n'était pas très longue quand même, n'est pas prédictive d'une insuffisance rénale chronique. Il n'y a pas de mortalité sur cet échantillon rouennais. On a essentiellement des complications dites de réanimation. Et quand on compare au reste de la littérature, il y a 2 autres grosses études qui ont étudié ça. Vous voyez que la mortalité de ces intoxications au lithium, elle est assez faible, donc c'est moins de 6% dans toutes les études, avec des pratiques qui varient selon les écoles sur le fait de faire de la dialyse ou pas pour épurer le lithium. Vous voyez qu'environ la moitié des patients a une insuffisance rénale aiguë dans ce contexte-là. Voilà, c'était une petite aparté parce que je pense que, même si ce n'est pas pile le sujet de la néphrotoxicité chronique, c'est quand même important de voir ces patients qui ont des intox aigus. Donc en conclusion, l'insuffisance rénale chronique liée au lithium, ça correspond à quasiment le quart des patients qui sont sous lithium. Plus on a du lithium pendant longtemps et plus on va avoir une insuffisance rénale attribuable au lithium. Et les facteurs surajoutés, l'âge, les facteurs de risque cardiovasculaire, les autres néphropathies surajoutées, sont évidemment des facteurs qui vont contribuer au fait qu'on ait une insuffisance rénale. C'est peu réversible ou pas réversible si le DFG est bas. Donc si vous nous les adressez parce qu'ils ont un DFG à moins de 40, c'est sûrement une bonne idée, mais ce n'est pas pour arrêter le traitement. Réduire l'exposition avec une lithiémie à 0,5-0,6, une prise unique par jour, éventuellement l'amyloride, même si ce n'est pas démontré en dehors d'études fondamentales. Le diabète insipide, en tout cas, méfiez-vous de votre néphrologue, c'est surtout ça le message là-dessus. Le diabète insipide, c'est plus fréquent, 40% des patients. C'est lié au fait que le rein n'est pas capable de garder l'eau à cause du lithium. Surtout, méfiez-vous de la polydipsie primaire par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est une potomanie ou est-ce que c'est le diabète insipide? Là, l'amyloride est utile. Et puis, diminuer les apports alimentaires en osmol si les patients sont gênés, c'est un très bon moyen de les améliorer. Et les intoxications aiguës, vous avez vu, c'est 1 fois sur 2 une insuffisance rénale aiguë, mais qui récupère plutôt bien. Donc, pour terminer, message pratique, vous avez des patients sous lithium, qui est-ce qu'il faut adresser à votre copain ou votre ennemi néphrologue? Ceux-là, en gros. Ceux qui ont un DFG à moins de 30, de toute façon, il faut qu'on les voit, même si ça n'a rien à voir avec le lithium. Donc, que vous pensiez que c'est le lithium ou pas, il faut qu'on les voit. Donc, en général, ils sont même adressés par le médecin traitant si vous ne le faites pas. Mais ce qui est clair, c'est que ceux-là, il faut qu'on les voit pour la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique, en dehors de ça. Ce qu'il ne faut pas louper, je pense, c'est la case d'en dessous. C'est ceux que vous suivez, que vous mettez sous lithium et vous suivez la créatinine tous les 6 mois ou tous les ans.
Et puis, je sais pas, une femme de 30 ans par exemple, et vous voyez que d'année en année, sa créatinine, même si elle était normale au départ, elle est de moins en moins bien, et donc son DFG, il baisse de 3, 4, 5 minutes par an, même si ça reste bien. En gros, il n'y a pas un cut-off là qui pose problème, c'est plus le déclin du DFG qui doit attirer l'attention. Parce que finalement, je pense que s'il y a un message, s'il y a une typologie de patients chez qui l'arrêt peut éventuellement se discuter en fonction des alternatives, en fonction de la situation psychiatrique, en fonction du souhait de la patiente ou du patient éventuellement, c'est plutôt les femmes jeunes, quand on voit l'étude du Lancet, qui ont un déclin de DFG qui fait qu'on pourrait imaginer que dans 10-15 ans, cette patiente pourrait être concernée par une insuffisance rénale chronique et que peut-être que c'est maintenant qu'il faudrait intervenir. Mais là, évidemment, c'est votre avis sur les alternatives qui sera essentiel pour la décision partagée. Les polyuries invalidantes, on peut vous aider évidemment, au moins une consultation pour cadrer un peu les choses, pour être sûr qu'il n'y a pas de diagnostic différentiel, pour prescrire l'amyloride, faire les mesures de surveillance, et puis expliquer au patient ou à la patiente les règles d'hygiène de vie qui peuvent les améliorer. Et puis évidemment, si vous pensez qu'il y a autre chose comme néphropathie qui explique la créate, mais ça, on ne va pas faire toute la néphrologie non plus. Et donc quand vous adressez un patient en néphrologie, on est nul si vous ne nous donnez pas ça. Donc vous avez un truc à vous rappeler de votre externat, c'est ça. Ça, c'est une diapo de Michel Gaudin, qui était mon prédécesseur. Je la garde, j'aime bien. Pour asseoir le diagnostic néphrologique, il faut 4 pieds à la chaise. Il faut la créatinine et son évolution. Il faut une protéinurie, et il faut un SCBU, et il faut une échographie, ou un scanner, ou une IRM. Si on n'a pas ça, en fait, on n'est pas capable de vous aider. Donc, en gros, ce qui est hyper sympa, c'est si quand vous nous les adressez, vous avez fait ça. C'est une petite boîte hyper facile. Si vous nous envoyez un courrier, nous, on va le faire. Après, ça dépend de chaque centre néphrologique. Mais si on voit le malade en consulte et qu'on n'a pas tout ça, de toute façon, on est obligé de le revoir avec les résultats. Donc ça, c'est la petite boîte à outils qui peut vous servir dans votre vie de tous les jours en psy, mais qui est de toute façon indispensable si vous avez besoin de votre néphrologue préféré. Et dans le contexte d'un patient sous lithium, je vous rappelle qu'évidemment, on a besoin de connaître la lithiémie et les lithiémies habituelles du patient. N'oubliez pas les autres anomalies associées. PTH, calcium, phosphore, il faut les prescrire sur le même bilan, parce que le PTH varie dès que la calcémie varie. Et la TSH. Et j'en ai fini. Professeur Guiraud, merci pour votre communication. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre de questions dans la salle, sinon je relancerai la salle. Merci beaucoup. Alors moi j'ai 3 questions. Quand on demande au laboratoire d'avoir une clairance, ils nous donnent 3 formules différentes avec parfois des écarts de 10 points entre les différentes formules. Est-ce que pour la surveillance du lithium, il y a une formule qui est plus intéressante que les autres? Je vais vous donner un message simple. Il y a une seule formule qui est recommandée et qui est pertinente, c'est CKD-EPI. Toutes les formules sont imparfaites, mais en gros, c'est celle que tous les labos donnent, CKD-EPI. Vous pouvez oublier MDRD, vous pouvez oublier Cockcroft, vous pouvez oublier le plus V sur P de la clairance de la créatinine. Globalement, CKD-EPI pour tout et pour tout le monde, c'est aujourd'hui ce qu'il y a de plus simple et c'est ce qui est recommandé par les guidelines françaises et la HAS notamment et internationale. Alors, la deuxième question, on a effectivement très fréquemment, assez précocement, des patients qui se plaignent de polyurie, polydipsie. Est-ce que ça dit quelque chose du risque de néphrite interstitielle, enfin d'une vulnérabilité du rein? Est-ce qu'il faut faire particulièrement attention à ces patients-là? Effectivement, ça témoigne de l'atteinte du canal collecteur, donc d'abord fonctionnel puis structurel. Alors, il n'y a pas d'études qui montrent précisément le lien chronologique entre les deux, mais on a quand même une surprévalence d'insuffisance rénale chronique chez ceux qui ont le diabète insipide. Donc c'est probablement des patients qui sont un peu plus à risque de développer l'insuffisance rénale derrière. Ça paraît logique quand on voit les études. Et la dernière, j'ai une patiente âgée qui a fait une intoxication au lithium cet été dans un contexte de déshydratation. Elle n'a pas eu d'hémodialyse et elle a un syndrome que je ne connaissais pas qui s'appelle le silent quelque chose, je ne sais pas si ça vous parle. En fait, elle garde une confusion à distance de l'intoxication
Et j'ai essayé de récupérer le compte-rendu de Néphro et ils ont justifié le fait qu'il n'avait pas hémodialysé par rapport au seuil de lithiémie plasmatique qui n'était pas assez élevé, mais ils ne parlent pas du taux d'insuffisance rénale. Il y a deux raisons de dialyser. Hein. La première, ce serait pour épurer le lithium. Donc effectivement, c'est très école dépendant ça. Donc c'est selon le taux de lithium et la sévérité des symptômes qui vont décider de faire la dialyse en réa ou en néphro. C'est plutôt en réa qu'on fait ça en général. Et puis l'autre indication à la dialyse, c'est s'il y avait une insuffisance rénale suffisamment sévère pour justifier de dialyser. Donc il y a pas mal d'équipes qui vont dire tant que l'insuffisance rénale en soi, indépendamment du lithium, ne justifie pas la dialyse, on ne dialyse pas s'il n'y a pas de signe de sévérité. Ça ne me choque pas. Après, le syndrome qui persiste derrière, le silent, je vais rester silent, je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai aucune idée. C'est pas néphrologique en tout cas. C'est un effet. Bah voilà, parfait. D'autres questions ? Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question sur le diabète insipide. S'il n'est pas gênant pour le patient, est-ce qu'il y a un risque intrinsèque sur le rein à le respecter, à laisser le patient avec sa polyurie ? Aucun risque. Le risque, c'est le risque de ne pas comprendre ce qui se passe et lors d'une hospitalisation sous contrainte, enfin une hospitalisation en contexte psychiatrique ou aux urgences, de restreindre l'eau. Il n'y a aucun risque. Si le patient tolère bien sa polyurie, moi j'ai un patient qui pisse 42 litres par jour. C'est un diabète insipide génétique. Il est habitué à ça. En plus, il est chauffeur routier. Et donc, il me dit, j'ai ma bouteille dans laquelle je bois, j'ai ma bouteille dans laquelle je pisse. Mais m'emmerdez pas, je vis comme ça. Voilà. Je lui ai expliqué tout ce qu'on pouvait faire pour réduire. Donc, globalement, non. Il y a un, c'est la gêne fonctionnelle qui compte. Et deux, il n'y a pas de risque pour le rein. 42, c'est beaucoup, hein. Je ne le croyais pas, on l'a fait venir en hôpital 2 jours pour vérifier, mais c'était vrai. Une dernière question ? Oui, bonjour. Oui, j'ai une question pratique. Dans les recommandations en cas d'insuffisance rénale, vous préconisez donc de diminuer les posologies, plutôt donc à forme libération prolongée ou parce que du coup là on est dans des lithiémies qui sont plus tellement dans la concentration thérapeutique. Ouais, en fait, la libération, ça pour le coup, la littérature est assez claire sur le fait qu'une fois par jour par rapport à 2 fois par jour, c'est associé à un meilleur devenir rénal. Donc ça, c'est très bien soutenu. Ce qui n'est pas très bien soutenu, c'est la fourchette qu'il faut viser. Par contre, on sait que la dose cumulée est associée. Donc ça paraît assez logique de viser une dose basse. Après, je dirais que c'est moins une question de fourchette thérapeutique théorique que d'efficacité chez votre patient. Enfin, ça, c'est pas moi qui vais juger. Moi, je dis, si possible, visez ça. Après, c'est juste pour donner un guideline. Hein, mais ça, c'est évidemment vous qui allez dire si votre patient n'est pas bien à 0,5, 0,6. Moi, ça me choque pas de le revoir à 0,8. Hein. Vous faites de votre mieux, là. C'est pas moi qui vais vous dire. Est-ce que le dosage du lithium érythrocytaire a de l'intérêt ? Aucune idée. Cet homme est honnête.